Bon, alors l'amour, c'est toujours bien entendu la cerise sur le gâteau. Le concept le plus pensé, le plus circulant, le plus universel, le plus nécessaire, le plus absolu, le plus beau, le plus grand, le plus démocratique, le plus fatigant. L'amour, c'est pas spécialement un truc qu'on peut conseiller raisonnablement, à mon sens. Alors, j'ai mis les formules là qui ne manqueront pas de choquer l'esprit logique ambiant et positif. L'amour est une haine, l'amour est avant tout jalousie, ségrégation, préférence, élimination, mise sur la touche, racisme. C'est tout ça, hein, c'est tout ce système-là. La haine est aussi une forme, comme l'a très bien dit Lacan, la haine est une forme de passion. Haïr, c'est vraiment se passionner pour l'autre et diriger sur lui des sentiments qui sont vraiment quelque chose d'extrêmement confondu avec l'amour. Alors, il y a la question des discours qui vont avec tout ça. La question du discours amoureux, qui est aussi, bien sûr, bien entendu, la question de Lacan. Mais alors, il y a une nouvelle question qui est celle du discours de haine. Il y a une nouvelle problématique morale, politique maintenant, puisque c'est interdit par la loi. Hein, voilà. Alors, ce qui serait bien d'ailleurs, c'est de voir de quelle façon l'amour est obligé par la loi. Il y a des trucs qui fonctionnent comme ça dans le système de la pensée positive. En tout cas, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, le discours de haine est véritablement interdit par la loi, enfin, moyennant quoi, il s'agit d'un certain nombre de types de discours de haine. Hein. Tout discours de haine n'est pas interdit par la loi, mais tout ce que la loi qualifie de discours de haine est interdit par la loi. C'est fascinant, d'autant plus fascinant qu'il est immensément difficile, vu le contexte que je viens de décrire, de distinguer le discours de haine du discours amoureux. Qu'on pourrait d'une manière générique appeler l'un comme l'autre le discours de passion. Alors, je dis là, dans un petit texte, que, au fond, le discours d'amour se soutient d'un sourire, le discours de haine se soutient d'un rictus, et que de l'un à l'autre, le passage est extrêmement rapide, extrêmement sensible ou insensible, ça va très vite, et on ne sent pas toujours la différence. L'amour ne peut donc marcher que sur le mode de la ségrégation et il ne peut donc être que quelque chose d'incestueux. Alors ça, bien sûr qu'il ne peut être qu'incestueux, c'est donner raison à Freud, alors que j'aurais tendance à lui donner bien souvent tort sur cette position de la façon qu'il a eu de présenter l'inceste mère-fils, l'inceste mère-fils venant depuis le désir du fils, d'autre part. Ça, c'est le sien, c'est l'inceste de Freud. Alors, il a raison de dire que l'amour ne peut fonctionner qu'à base d'inceste, ça c'est évident, mais c'est bien de tous les incestes qu'il s'agit là-dedans, parents, enfants, dans les deux sens, dans tous les sexes, avec les rapports d'alliance et toute la complexité que cet ordre des alliances introduit dans le système, comme Françoise Héritier l'a expliqué d'une manière absolument fantastique. Voilà, alors l'amour... Alors, l'amour nous amène aussi à penser, l'amour et la haine, l'énamoration, comme disait Lacan, nous amène à penser le problème de la mystique qui est une violence des sentiments, là où les rites réalisent effectivement la violence
des actes et des calculs, la violence de l'organisation intellectuelle des comportements d'une société et d'un collectif. Dans tous les cas, tout ça, c'est la violence. J'aurais pu faire un chapitre sur la violence. J'ai fait un chapitre sur l'amour. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de différence. Alors, c'est peut-être important que j'ai choisi le thème de l'amour, puisque, au fond, le sujet de départ, c'était la paranoïa et la question du complotisme. Le fait de comploter, le complot, l'amour, la relation amoureuse, le sentiment amoureux ne peut pas ne pas comploter. C'est pas possible de s'engager dans la dialectique, voire dans l'ornière amoureuse, sans embarquer avec autrui une situation de complot. Et dans le même temps, se sentir aussi un peu l'objet d'un ensemble de complots constitués par tous les autres, ceux qu'on n'aime pas, ceux que l'on a décidé d'éliminer, de supprimer de notre groupement, du petit groupe d'amis, d'amants, d'amoureux, qui s'entendent pour tenir au fond à distance tous les autres, tous ceux qui ne méritent pas de participer de leur petit complot affectif. Voilà, je donne ici l'exemple de Jésus, qui est un personnage important sous ce registre. Merci.